C'est une nouvelle édition de ces matinales spéciales présidentielles que vous propose France Inter depuis le début du mois de janvier. Vous en connaissez maintenant le principe. Un candidat à notre micro jusqu'à 9h30. Son ambition pour la France, ses grandes options économiques, écologiques, politiques, internationales. Et toutes vos questions, amis auditeurs, vous aurez largement la parole dans une vingtaine de minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Et c'est Éric Zemmour qui est aujourd'hui notre invité. Bonjour. 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 Bienvenue sur Inter. Après 9h, vous serez longuement interrogé par Dominique Seux sur l'économie, par Sandy Dauphin sur l'écologie, par Thomas Legrand sur la politique et Pierre Aski sur les questions internationales. Et puis, la dernière question, ce sera Augustin Trapenard qui vous la posera, concernera la culture. Et comme avec tous les candidats qui se sont succédés à ce micro, une question panoramique pour commencer. Éric Zemmour, avec Donald Trump, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini en Italie, on a pu voir ces dernières années des hommes politiques très différents de leurs prédécesseurs accéder au pouvoir. Ils ont mobilisé d'autres manières de faire de la politique, ils ont poussé d'autres thèmes dans le débat public et mis en œuvre d'autres façons de gouverner quand ils ont été élus. Est-ce que vous vous inscrivez dans les pas de ces dirigeants-là? Sont-ils pour vous des modèles? Mais forcément, on se retrouve forcément dans un ensemble. Vous savez, on a tous des relations, le monde est un, et donc les évolutions des peuples sont liées forcément. Hein. Vous vous souvenez du fameux printemps des peuples de 1848, quand la France a entamé sa révolution et toute l'Europe a suivi. C'est forcément, il y a des mouvements comme ça, historiques, politiques. Ça, oui. Je pense effectivement que nous vivons aujourd'hui le temps du retour des nations et des peuples. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que la démarche d'Emmanuel Macron est paradoxalement surannée, je dirais ringarde. On va y venir. Mais bien sûr, non, mais c'est pour vous dire. Mais pour préciser, sur les hommes. Je ne sais pas si vous avez lu Steve Bannon, par exemple, le conseiller de Donald Trump, dans un entretien au Parisien il y a quelques mois. Très intéressant, il estime que l'élection française va être un laboratoire, scruté de près par tout le camp populiste et qu'il y aura des effets ensuite sur les élections à venir au Brésil et les midterms aux États-Unis. Est-ce que vous appartenez à ce que Bannon dit, décrit comme une internationale populiste ? Je n'appartiens pas à une internationale populiste. En revanche, si vous voulez, j'ai depuis longtemps défini le populisme comme le cri des peuples qui ne veulent pas mourir. Et en cela, je suis le candidat du peuple français qui ne veut pas mourir. Ça, oui. Vous n'avez pas cité Boris Johnson, je m'étonne, parce que c'est celui sans doute dont je me sens le plus proche. Je veux dire, culturellement, intellectuellement, évidemment un Européen comme moi, un Anglais, enfin bon, bref. Mais effectivement, je pense que c'est ça. Il y a aujourd'hui sans doute la conséquence d'une mondialisation qui a, vous savez, le fameux « la Terre est plate », donc qui a voulu uniformiser tous les peuples. Les peuples ne veulent pas être uniformisés. Et en plus, comme je crois que, vous vous souvenez, à la fin, quand le mur est tombé, il y a eu deux thèses. Il y a eu celle de Fukuyama qui disait maintenant la démocratie est l'avenir indépassable de l'humanité, et Huntington qui disait nous allons vers des conflits de civilisation. Je suis sur la thèse d'Huntington. Je pense que nous avons des conflits de civilisation. Deux conflits d'ailleurs, vous savez, entre l'Occident et l'Orient pour l'hégémonie mondiale et entre l'islam et le monde chrétien en Europe. Venons-en à l'Ukraine. Emmanuel Macron sera à Moscou aujourd'hui, donc demain à Kiev, pour, dit-il, tenter d'obtenir des signes de désescalade dans la crise ukrainienne. A-t-il raison d'y aller ? Il a raison d'y aller, même si c'est un peu tard et même si tous les échos que j'ai me disent qu'en fait, Poutine n'a pas confiance en lui. Et ça fait longtemps qu'on me le dit. Je pense que Emmanuel Macron a gâché ses chances, a gâché même de bonnes idées. Je me souviens du Emmanuel Macron recevant Vladimir Poutine à Versailles. Je peux dire que ça avait de la gueule et que c'était une bonne initiative. Mais malheureusement, comme d'habitude, avec Emmanuel Macron, il gâche tout parce qu'il fait tout et son contraire. C'est le fameux « en même temps » et avec Poutine, ça ne marche pas le « en même temps » et donc il n'a plus confiance en lui. Mais effectivement, sur le fond, je pense qu'il faut évidemment, il y ait un accord pacifique. Et pour cela, il y a une condition simple. Il faut dire et il faut s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. C'est tout à fait légitime. La revendication de Vladimir Poutine est tout à fait légitime.
Je trouve que les Russes ont supporté déjà et ont subi déjà des avancées, des provocations américaines, que toutes ces avancées de pays de l'Est le plus près possible d'eux dans l'OTAN. Je répète ce que j'ai déjà dit. Si les Russes avaient mis Cuba et le Mexique dans une zone de défense russe avec des armes nucléaires en Russie, en Mexique et Cuba, je ne sais pas comment les Américains auraient réagi. Sauf que là, géographiquement, c'est la même chose. Là, Éric Zemmour, c'est pas la question des Américains. Les Américains, ils veulent pas entrer dans ce conflit. Ça fait des mois et des mois qu'ils répètent qu'ils n'ont pas envie de s'investir en Europe, que eux, leur obsession, c'est la Chine. Là, c'est la question. Vous plaisantez. Là, c'est la question. Salamé. Je vous répète ce que disent les diplomates américains. Un peu de recul. Je ne plaisante pas. Je vous le répète. Aujourd'hui, la question, c'est Vladimir Poutine qui déploie 100 000 hommes à la frontière avec l'Ukraine. Est-ce qu'il a raison de le faire, de déployer tous ces hommes? Attendez. Vladimir Poutine défend ses intérêts. C'est un patriote russe. Donc, il est légitime qu'il défende les intérêts de la Russie. Maintenant, quand vous dites, c'est pour ça que c'est taquiné, quand vous dites les États-Unis ne s'occupent que de la Chine, oui, c'est leur adversaire privilégié. Ah oui. Et ils veulent nous embarquer d'ailleurs dans un conflit avec la Chine. Mais ils s'occupent aussi de l'Europe pour asservir l'Europe occidentale, qui ne demande que ça, c'est la servitude volontaire, et pour trouver toujours plus de sujets de discorde avec la Russie, pour séparer l'Allemagne et la France de la Russie. C'est la vieille thèse américaine écrite par le conseiller Brzezinski depuis des années, l'ancien conseiller, vous savez, d'Obama et de Jimmy Carter. C'est la constante de la politique américaine. Il ne faut pas qu'on marche dans ce panneau, qu'on tombe dans ce panneau. Il a raison de déployer 100 000 hommes ? C'est dans le cadre d'un bras de fer. Vous savez, je pense que les Américains ont beaucoup fait pour provoquer Poutine. Mettre des troupes partout, très proches de la Russie, faire de l'agitation en Roumanie. Qu'est-ce que Emmanuel Macron a à faire en Roumanie et envoyer des troupes en Roumanie alors que les Roumains ne nous achètent aucune arme et qui préfèrent toujours acheter des armes américaines? Quand vous voyez, Éric Zemmour, le rôle de Vladimir Poutine via Loukachenko dans la crise migratoire à la frontière polonaise, quand vous voyez les mercenaires Wagner déstabiliser la présence française au Mali, c'est-à-dire déstabiliser nos soldats qui risquent leur vie sur le terrain, vous seriez président, vous lui diriez quoi à Vladimir Poutine? Continue, bonne stratégie, tu as raison, on est sur la même ligne. Quel serait votre D'abord, discours? Je ne suis pas sûr que ça soit Moscou qui soit derrière la crise des migrants, comme vous dites, l'offensive des migrants. Vous pensez que Loukachenko agit seul que c'est pas là-dessus, il peut très bien agir seul, et il n'est pas le seul. Vous savez, Erdogan aussi nous fait du chantage aux migrants. Les Européens sont tellement faibles que tout le monde a envie de leur faire du chantage avec les migrants. Tant qu'il n'y aura pas un pays comme la France qui dira l'immigration terminée, on nous fera du chantage aux migrants. Voilà. Bon, et ça, les mercenaires Wagner au Mali. J'allais dire, Wagner, d'abord, comment dire, ne déstabilise pas nos soldats à nous. Si vous voulez, notre problème, c'est que Emmanuel Macron s'est brouillé avec les dirigeants du Mali. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est dans la lignée d'ailleurs de François Hollande, et je dirais dans la lignée de ce qu'on appelait les Kouchner Boys au Quai d'Orsay, qui règnent depuis 20 ans. C'est-à-dire que nous avons troqué la vieille réelle politique chère au général de Gaulle depuis Richelieu pour une politique droit-de-l'homiste, néo-conservatrice, qui fait la leçon à tout le monde. Donc Emmanuel Macron a voulu faire la leçon morale en disant aux putschistes « Ah non, c'est pas bien, vous auriez dû respecter les règles de la démocratie ». Et par ailleurs, Emmanuel Macron se confine, est tout le temps confit, en repentance, en disant en permanence que la colonisation a été un crime contre l'humanité, etc. Mais vous légitimez, sur la question, vous légitimez les milices russes Wagner par rapport aux soldats français aujourd'hui? Léa Salamé, je ne légitime rien. J'essaie d'expliquer pourquoi la France est dans cette situation et pourquoi les Maliens font appel aux Russes, évidemment, pour nous embêter. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne légitime rien. Simplement, j'explique pourquoi. Et c'est important parce que moi, je ferais exactement le contraire. C'est ce que j'allais vous dire. Vous feriez quoi si vous étiez président là aujourd'hui avec 5 000 hommes français qui sont sur le sol malien? Exactement le contraire d'Emmanuel Macron en Afrique. C'est ça la politique. Vous êtes d'accord? La situation, c'est la politique française en Afrique. Bon. Donc, je ferais exactement le contraire. Je ne donnerai plus de leçons de démocratie au régime africain. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont souverains. Premièrement. Deuxièmement, en revanche, je ne me repentirai de rien.
je répéterai aux Africains que la colonisation est un fait d'humanité. Tous les humains ont été colonisateurs ou colonisés. Et qu'en Afrique, il y a eu des colonisateurs et des colonisés. Il y a même eu des gens qui ont vendu des esclaves et qui ont eu des esclaves. Donc ça, il faut arrêter avec la repentance. Et troisièmement, je serai très ferme sur l'immigration. C'est-à-dire que pour tous les pays comme le Mali, qui refuse de nous signer les papiers consulaires, vous savez, les laissez-passer consulaires qui reprennent les clandestins, je serai hyper ferme et je prendrai des sanctions très fermes. Allez, revenons en France. À Lille, samedi, vous disiez vouloir réserver les logements sociaux aux Français. Vous voulez supprimer la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, créée il y a un tout petit peu plus de 20 ans et qui impose un minimum de 20-25% de logements sociaux dans chaque ville. Vous voulez la supprimer parce que cette loi, je vous cite, essaime l'immigration et c'est ce que conteste fermement Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre. 80% des logements sociaux aujourd'hui sont occupés par des Français. 80%, dit-il. Où voyez-vous donc les logements sociaux réservés aux immigrés, Éric Zemmour, et ces logements donc qui essaimeraient par voie de conséquence l'immigration? D'abord, vous savez que immigré n'est pas étranger et qu'il y a des immigrés français qui sont devenus français, mais qui viennent du sud et de l'autre côté de la Méditerranée. Et tout le monde sait aujourd'hui, tous les Français savent aujourd'hui, sauf peut-être dans ce studio et dans le bureau de monsieur qui dirige l'Abbé Pierre, que les HLM sont des terres d'islamisation du pays. Et que tout le monde sait aujourd'hui, surtout les pauvres gens et les braves gens qui sont restés, qui n'ont pas pu fuir ces HLM devenus des antres à kebab et à femmes voilées, sans compter les trafics de drogue, ces pauvres Français, ou d'ailleurs immigrés, qui n'en peuvent plus de retrouver ce qu'ils ont quitté en Algérie, au Maroc ou ailleurs, parce qu'il y en a aussi. Éric Zemmour, avec tous les maires, vous savez, ça fait, je finis ma phrase, tous les maires que j'ai, vous savez, depuis octobre, novembre, à chaque fois que j'allais dans une ville, je voyais des maires. Tous m'ont dit, tous, vous m'entendez, tous m'ont dit, la loi SRU est une catastrophe. Dans toutes nos petites villes, on déverse tous les ravages de l'immigration qui étaient concentrés avant dans les cités. La loi SRU, moi, je dis stop. La loi SRU, elle a permis de construire près de 2 millions de logements depuis 20 ans dans les villes, de faire vivre 10 millions de familles pauvres ou défavorisées. 2 millions de personnes aujourd'hui sont en attente d'un logement social. En supprimant la loi SRU, ne portez-vous pas atteinte avant tout aux classes populaires défavorisées qui en ont besoin? Des classes défavorisées qui sont à 80% françaises. En supprimant la loi SRU et en réservant les HLM aux Français, je rends un immense service aux classes populaires françaises. Moi, je défends les classes populaires françaises. Et vous les logez où? Et j'en ai assez qu'elles soient toujours sacrifiées dans leur propre pays. Donc, oui, je supprimerai la loi SRU, je supprimerai même, vous avez oublié, la loi Dallot, qui est devenue, et j'en ai discuté avec son auteur, Madame Christine Boutin, qui m'a dit, tu as raison, c'est moi qui l'ai faite, mais elle a été dévoyée. Aujourd'hui, ça permet de loger des clandestins et des demandeurs de droit d'asile, déboutés ou pas déboutés. Donc tout cela sera fini. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu dans mon meeting, je cite cette jeune femme dont j'ai trouvé le témoignage dans un journal, Madame Labeille, qui vit dans une caravane, Léa Salamé. Dans une caravane. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais obtenu un HLM. Eh bien, avec moi, elle aura le HLM, car les étrangers ne seront plus dans les HLM. Et par ailleurs... 80% de Français. Et par ailleurs, j'expulserai toutes les familles de délinquants et de jeunes délinquants des HLM. Sur la police, Éric Zemmour, le 4 février dernier, vous passiez un oral à l'invitation du syndicat Alliance. Vous avez eu des mots, les mots suivants, je vais les citer. En parlant aux policiers, vous êtes aux premières loges d'un combat entre deux civilisations sur notre sol qui ne peuvent coexister pacifiquement, avez-vous dit. Vous ajoutez, vous êtes, vous les policiers, devenus le gibier alors que vous étiez auparavant le chasseur. La première politique, c'est que vous redeveniez des chasseurs. Est-ce à dire que vous appelez aujourd'hui les policiers français à prendre part à une guerre civile en France, à être acteurs d'une guerre civile en France? Léa Salamé, aujourd'hui, les policiers sont des cibles et d'un gibier pour toutes les racailles de ce pays. Les policiers sont agressés en permanence, tous les jours. Tous les jours. On leur lance des tirs de mortier, on leur balance des cocktails Molotov.
Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Bon. Or, il faut bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui ces policiers sont agressés? Il y a toujours eu des délinquants, il y a toujours eu des voyous. On a tous vu tous les films de voyous quand c'était Lino Ventura et compagnie. On en connaît tous ces films-là. La délinquance n'est pas une nouveauté, vous êtes d'accord avec moi? Absolument, sauf que la nouveauté, c'est que vous voulez faire des policiers non, des chasseurs et des soldats d'une guerre civile. La nouveauté, c'est que les policiers sont agressés en permanence. Je fais une analyse de cette agression qui est nouvelle et qui n'est pas le propre de la délinquance. Les délinquants ne tiraient pas sur les policiers et ils ne leur lançaient pas des cocktails Molotov, ils ne tiraient pas des tirs à mortier. Je dis qu'ils sont les objets d'une lutte qui les dépasse, qui est effectivement une guerre de civilisation. J'ai dit tout à l'heure que je partageais cette analyse d'Huntington. La guerre de civilisation est partout, hein. Dans tous les pays où il y a une forte communauté musulmane, il y a des heurts. Dans tous les continents. En Inde, en Afrique et en Europe. Donc aujourd'hui, c'est là où ce que nous vivons en France. Et je dis qu'il ne peut pas y avoir, oui, je le répète, il ne peut pas y avoir deux civilisations sur un même territoire. Il faut qu'il y ait une seule civilisation. Donc il faut ça une ne guerre. veut pas dire... Il faut une guerre, il faut que les policiers deviennent des guerriers pas du tout. Il faut contre que les une policiers, civilisation. Il faut que les policiers aient le monopole, oui, de la violence légitime. Mais ils l'ont. Non, ils ne l'ont pas. Non, aujourd'hui, ils ne peuvent pas répliquer. Or, ils n'osent pas répliquer parce qu'ils savent qu'ils vont aller au trou. Voilà, c'est pour ça que j'ai proposé d'élargir la notion de légitime défense à ce que vous appelez la défense excusable pour les policiers, donc, mais aussi pour les citoyens. Pour qu'on comprenne bien, Éric Zemmour, demain, un cambrioleur qui vient chez vous, si vous le tuez, vous n'êtes pas inquiété? C'est ça? Ça veut dire que chacun pour soi, chacun a le droit de se défendre lui-même et de se faire justice en cas d'attaque? Pardonnez-moi, monsieur Demorand, vous confondez présomption de légitime défense et défense excusable. Ce sont deux choses différentes. Si vous me laissez 2 minutes, je vais expliquer la distinction que je fais et qui est en fait. La défense excusable, c'est une notion que j'ai trouvée dans le droit suisse depuis 1937. Vous voyez, c'est vieux et c'est la Suisse. C'est pas vraiment les westerns. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous savez qu'en France, la légitime défense, pour tous les citoyens, est très encadrée. En particulier, je ne vais pas rentrer dans le détail juridique, mais en particulier, ce principe de proportionnalité qui fait qu'en vérité, celui qui se défend est condamné d'avance. Avec moi, avec la défense excusable, le juge, je dis bien le juge, monsieur Demorand, ça restera dans les mains de la justice. Le juge appréciera si cette défense est excusable par la peur, par la violence de l'agresseur, par... Voilà, vous voyez, bon. Ça, c'est la défense excusable. Et puis, il a la présomption de légitime défense. Là, c'est autre chose. C'est uniquement pour les policiers. Je considère, là, aujourd'hui, c'est ce que je répondais à Léa Salamé, les policiers, et j'en ai parlé là aussi avec des dizaines et des dizaines, hein, bon, ils ne peuvent pas se défendre. C'est-à-dire que quand ils ont un voyou en face d'eux qui veut les tuer, parce que c'est ça, la voiture à Viry-Châtillon qui flambe, ils veulent les tuer. Bon. Ils ne se disent, si jamais je me défends, je vais aller au trou. C'est ça que je change. C'est-à-dire que s'ils se défendent, ils n'iront pas au trou. Ils auront une présomption de légitime défense. Vous voyez la différence ? Vous avez dit il y a quelques instants, il me semble, là où il y a des musulmans, il y a des heurts partout dans le monde. Quand il y a des grosses communautés musulmanes, partout, en Afrique, en Inde, en Europe, il y a des heurts, effectivement. Parce que c'est un conflit de civilisation. Il n'y a pas des endroits où ça se passe bien, Éric Zemmour. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de musulmans français qui vivent bien en France aujourd'hui qui vivent Attendez. parfaitement intégrés il y a une grande et sans heurts. Et alors encore une fois, vous savez, le problème avec les discussions avec les journalistes et dans les sphères publiques, c'est que, vous savez, Hegel disait « celui qui ne généralise pas ne pense pas ». Donc il faut toujours d'abord généraliser et après nuancer. Mais si on ne généralise pas, on ne pense pas. Donc là, j'ai donné le tableau de la guerre de civilisation globale à la Huntington. Maintenant, allons vers les individus. Vous voyez, du plus général au plus particulier. Évidemment qu'il y a... Je n'aime pas d'ailleurs votre expression, si vous me permettez, là, Salamé. Moi, je dis des Français de confession musulmane. Il y a des Français de confession musulmane qui sont Français comme vous, comme moi. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, évidemment qu'ils sont mes frères, ils sont Français s'ils acceptent de vivre à la française. C'est-à-dire que, j'ai déjà expliqué ça 1000 fois, vous savez que l'islam n'est pas seulement une foi, n'est pas seulement une religion, et que c'est donc... aux musulmans de faire un pas vers la France, de faire des accommodements raisonnables. S'ils vivent leur foi dans la discrétion et dans le privé,
ça ne me pose aucun problème. Et vous avez raison, il y en a. Ce que je dis, c'est par exemple Roubaix. Vous avez tous vu le reportage sur M6. Roubaix, aujourd'hui, c'est l'Afghanistan à 2 heures de Paris. Là, je dis qu'à chaque fois, et il n'y a pas que Roubaix, il y a Trappes, il y a Viry-Châtillon, il y a Vitry, etc. Il y a toutes les banlieues. Aujourd'hui, quand il y a une grosse communauté musulmane, on se retrouve avec l'Afghanistan. Je dis 2 choses. 1. Les musulmans, les Français de confession musulmane doivent vivre à la française et ne pas considérer que la charia est supérieure aux lois de la République, ce que considère une majorité de jeunes musulmans français aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est pour cela, parce que la loi du nombre est importante, qu'il faut arrêter les flux migratoires à 0. Vous parlez de Roubaix, vous avez raison. Si personne ne peut nier qu'il y a un vrai problème avec l'islamisme, le fondamentalisme et le radicalisme aujourd'hui en France, problème qu'il faut combattre. Éric Zemmour, personne ne dit il n'y a pas de problème, tout va bien, Madame la Marquise, mais on a l'impression que quand vous écoutons, qu'à vos yeux, Éric Zemmour, il n'y a qu'un seul problème en France, que c'est le problème numéro 1, que c'est le problème écrasant et qu'il s'appelle les musulmans et l'islam, que la désindustrialisation, le réchauffement climatique, les difficultés à payer son loyer ou faire le plein, la baisse de niveau à l'école, que tout cela est accessoire et secondaire par rapport au problème de l'islam, je ne vais pas le qualifier, au problème de l'islam. N'est-ce pas simpliste, au fond? Non, je vais vous répondre. N'est-ce pas passer à côté des problèmes des Français qui ne se réveillent pas tous les matins en disant « mon problème, c'est les musulmans ». Et puis après, la parole aux auditeurs. Bien sûr, mais si vous me permettez, je vais vous répondre parce que c'est une question importante. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez dit secondaire. Des problèmes secondaires pour moi. Non, ils ne sont pas secondaires, mais ils sont seconds. Ce n'est pas la même chose. Il y a un problème majeur qui est le grand remplacement du peuple français par un autre peuple, par une autre civilisation. À partir de là, vous savez, quand on sera remplacé, il n'y aura plus aucun autre problème, si j'ose dire, plus important. On sera remplacé, on aura passé une autre étape, on sera une autre civilisation. Ça, c'est le problème majeur. Oui, je hiérarchise. Pour moi, la campagne présidentielle et le rôle d'un chef d'État, c'est d'avoir une vision, de hiérarchiser. Oui, pour moi, le problème le plus important, c'est le grand remplacement. Après, Hervé Lebras dit que c'est totalement je sais. faux. Hervé Lebras dit chiffre à l'appui. Hervé Lebras, c'est Lysenko. On l'a entendu dans Hervé le 7-9 Lebras, vendredi. je le connais depuis 40 ans. Je connais et je lis Hervé Lebras, vous savez, depuis 40 ans. Hervé Lebras, je l'ai surnommé Lysenko. C'est-à-dire qu'il utilise sa science au nom de son idéologie immigrationniste. On a déjà débattu l'un avec l'autre. Mais laissez-moi finir ma démonstration, s'il vous plaît. Je dis donc, il y a énormément d'autres problèmes. Et j'en parle. Je parle de l'effondrement de l'école. J'ai un programme contre l'effondrement de l'école. Je parle de l'économie. J'ai un programme de réindustrialisation. Je parle du pouvoir d'achat. Si vous m'interrogez, j'en ai longuement parlé samedi à Cannes. J'espère qu'on va en parler m'interrogera là-dessus. Avec Dominique Seux. Tout ça est très important. Vous avez tout à fait raison et je le traite et j'en parle régulièrement. Mais moi, contrairement aux autres candidats, je ne fais pas... Vous savez, je hiérarchise les problèmes. Et il y a la survie, il y a le remplacement et il y a le déclin. Et pour vous, le problème numéro 1 de la France, c'est l'immigration. l'islam. Oui, absolument. On se retrouve dans quelques instants avec les auditeurs de France Inter. La suite de cette matinale spéciale, 8h45. France Inter aime le cinéma. Chaque année, les auditeurs d'Inter votent pour les meilleurs films français et étrangers de l'année. Le prix des auditeurs du Masque et la Plume. Et cette année, vous avez choisi Illusion perdue de Xavier Giannoli. Pour moi, c'est la littérature de l'œil, Balzac, qui donne à voir. Et je me disais, mais il y a un mouvement dans ce livre qui doit devenir du cinéma. Et Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Le détail du palmarès et le replay du Masque et la Plume spécial sur franceinter.fr. 8h46. France Inter, un candidat face au 7-9. Et ce candidat, c'est aujourd'hui Éric Zemmour, avec lequel vous allez pouvoir dialoguer maintenant. Amis auditeurs, vous êtes nombreux au standard ce matin. Commençons donc tout de suite par donner la parole à Renaud. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci. Monsieur Zemmour... bonjour Renaud. Bonjour. Nous allons commémorer le 16 juillet 2022 le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, où la police française, le 16 juillet 42, sous les ordres de M. Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, a fait arrêter par la police française 13 000 juifs, dont un tiers d'enfants, qui furent déportés et exterminés pour la plupart à Auschwitz-Birkenau. Le président Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, a reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des juifs pendant cette période noire de notre histoire. Suite à vos propos récents affirmant que le maréchal Pétain a protégé les Juifs pendant la Deuxième Guerre, comment commémorez-vous cet événement
si vous êtes élu président de la République. Merci Renaud pour cette question. Éric Zemmour vous répond. D'abord, cher monsieur, je n'ai jamais dit qu'il avait protégé les Juifs pendant la guerre. J'ai dit qu'il avait protégé les Juifs français, et que le régime de Vichy avait fait une espèce de troc sinistre entre les Juifs français et les Juifs étrangers. La rafle dont vous parlez est emblématique de ce que je dis, c'est-à-dire que il y avait une série de Juifs étrangers, polonais pour la plupart. D'ailleurs, Jacques Lanzmann, dans son livre remarquable, le dit. C'est essentiellement des noms polonais et des gens qui venaient de Pologne, malheureusement. Premièrement, donc je célébrerai normalement la rafle du Veldiv. Deuxièmement, pour le discours de Jacques Chirac, je considère que Jacques Chirac, avec d'autres, a eu tort de faire ce discours. Ce n'était pas la responsabilité de la France, pour deux raisons. D'abord, parce que les Allemands occupaient le pays, et que donc c'est les Allemands qui ont demandé cette rafle et qui ont exigé cette rafle. Et deuxièmement, parce que si Jacques Chirac était resté gaulliste, il aurait su que le général de Gaulle avait dit « la France est à Londres ». La France n'est pas à Vichy. Donc si on est gaulliste et si on respecte l'enseignement du général de Gaulle, et si on se veut le continuateur du général de Gaulle, on sait que la France était à Londres et que donc ce n'est pas la France qui a arrêté ces Juifs sous l'autorité et sous l'autorité des Allemands. C'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup de gaullistes ont critiqué Jacques Chirac pour ce discours qu'avait refusé de faire et François Mitterrand et le général de Gaulle. Je le rappelle, le général de Gaulle n'a jamais fait évidemment ce genre de discours. Et François Mitterrand non plus. François Mitterrand avait un mot, ceux qui me demandent ça n'aiment pas la France. Autre sujet au standard. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. J'aimerais premièrement m'assurer que M. Éric Zemmour a lu le dernier rapport du GIEC. Et deuxièmement, j'aimerais qu'il me définisse ce qu'est l'effet de serre. Merci. Ce qu'est l'effet de serre. Alors, Nicolas, Éric Zemmour vous répond. Écoutez, je n'ai pas lu précisément dans toute son ampleur le rapport du GIEC. J'ai vu les points principaux. J'ai bien compris, sans être un scientifique avéré, que l'effet de serre, c'était les émissions de CO2 qui réchauffaient la planète. Pardon pour mon langage peut-être simpliste. Voilà, pour le reste, j'ai bien compris qu'il y avait un réchauffement climatique, je ne le conteste nullement. Je dis simplement que la France représente 1% de ces émissions de CO2 et que donc nous n'avons pas à sacrifier les Français et l'industrie française sur l'autel de la lutte contre le réchauffement climatique, que les Américains et les Chinois commencent. Par ailleurs, en plus, nous sommes avec le nucléaire. Nous avons l'énergie la meilleure et la plus sobre en CO2. Donc nous devons continuer plus avant avec le nucléaire. Et c'est pour ça que je propose, non pas comme Emmanuel Macron, qui n'a jamais renoncé à cela, malgré sa dernière apostasie en date, il n'a jamais renoncé à son plan de 2018 qui prévoyait la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. Moi, je renonce évidemment, j'annule ce plan. J'engage la création de 14 réacteurs nucléaires et je prolonge la durée de vie des actuelles centrales à 60. Vous savez, un mot simplement. Vous allez pouvoir y revenir. Avec Sandy Dauphin, vous aurez un long moment sur le sujet. Retournons au standard. Je salue Rachid, bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Merci d'avoir pris mon appel. Bonjour à tous. Bonjour Rachid. Bonjour. Alors, je suis très content de vous avoir, M. Zemmour. Moi aussi. Parce que vous êtes une preuve d'intégration d'origine maghrébine. Vous êtes un peu notre Obama. Donc je suis très content pour ça. Alors, dans votre programme, vous souhaitez interdire le port du voile dans la rue. Alors, est-ce que cela s'appliquera aux autres religions ? Est-ce que vous voulez enlever les voiles aux bonnes sœurs ? Est-ce que vous voulez interdire la kippa à ceux qui la portent pour les juifs, les sikhs avec le turban et autres ? Vous savez, cher Rachid, je vous réponds tout de suite parce que j'ai compris votre question. Merci, Éric Zemmour. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai compris votre question. Quand j'étais enfant
et que j'allais à la synagogue avec mon père, on mettait la calotte. À l'époque, on disait la calotte parce que c'était en français. C'est toute une époque. J'ai écrit des choses là-dessus. Je pense que c'est très révélateur, ces changements de mots, mais nous ne sommes pas là pour parler de sémantique. Donc, nous mettions la calotte sur la tête et dès que je sortais de la synagogue, vous m'entendez, je n'avais pas encore franchi le pas de la porte de sortie. Ma mère me disait, tu m'enlèves cette calotte et tu la ranges dans la tête, dans ta chaise, je vais y arriver, dans ton sac, dans ta poche, de ta tête sur ta poche. Voilà exactement ce que j'ai entendu toute mon enfance. Donc il n'y a. Mais là, il parle d'interdire le voile, et donc. Non, mais c'est pour vous dire que je suis obligé d'interdire parce que les gens ne respectent plus ce principe de discrétion des religions qui est l'âme. J'ose le dire, l'âme de la laïcité à la française. Donc le voile interdit, la kippa interdite, absolument. Les bonnes sœurs... Non, les bonnes sœurs sont des professionnels de la religion. Ce ne sont pas des gens comme les autres. Et par ailleurs, je tiens à dire, parce que je veux m'expliquer de cela, je considère que le catholicisme a un droit d'aînesse, si vous voulez, culturel. Je dis bien culturel avec un R. Pas culturel, évidemment. Je veux dire par là que c'est le catholicisme qui a fait la France. Et donc, je pense qu'il y a une prééminence culturelle, oui, du catholicisme. Je l'assume complètement. Vous savez, c'est une religion supérieure à vos yeux, non, en justement, France ? j'ai précisé, cher Léa, culturel, pas cultuel. Il n'y a pas de religion supérieure. Chacun a sa foi, évidemment. Mais merci de me permettre de préciser. Ce que je veux dire par là, je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre très bien. Au XIXe siècle, quand il y a eu la construction de synagogues, de temples protestants, il y avait une règle qui disait que les synagogues et les temples protestants devaient être construits derrière une façade d'immeuble. Pourquoi ? Parce que les églises devaient rester dans vous voyez, les paysages de la France. La France, c'est le manteau blanc des églises. Ce n'est pas le manteau blanc des mosquées. C'est comme ça. Ni des synagogues d'ailleurs, et ni des temples protestants. Donc il y a la France, c'est le catholicisme. Après, évidemment, toutes les foi sont respectables. Évidemment, toutes les foi doivent être libres et on doit pouvoir aller... On interdit le voile, la kippa, etc. Absolument. Dans l'espace public. Exactement. Ok, bien compris. Vous avez, Rachid, votre... Et merci à Rachid de m'avoir appelé l'Obama français. Je suis très touché. C'est un compliment ? Mais bien sûr que c'est un compliment. À vos yeux ? Obama était... Je trouvais un type très intelligent. Non, je combats sa politique. Ah oui. Non mais, Léa Salamé, je peux respecter les personnes, d'ailleurs je respecte toutes les personnes, mais en plus là en l'occurrence, c'était quelqu'un de remarquablement intelligent. Vous avez eu des mots très durs pendant ces deux mandats. Mais sur sa politique, accordez-moi, pas sur sa personne. Au standard, qui est au standard ? Christine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, madame. Christine, pardon. Ne veut plus faire rentrer d'étrangers sur notre territoire. Mais qui est-ce qui va construire les ponts, les routes, les autoroutes ? Parce que, quand même, il suffit de se promener dans la rue pour voir que ce sont essentiellement des gens en provenance du continent africain qui effectuent ces travaux. Alors, merci, Christine. Éric Zemmour. Merci, Christine, de cette question. J'ai déjeuné il y a 15 jours à peu près avec la Fédération du bâtiment. Vous imaginez qu'ils m'ont eux-mêmes posé cette question. Je leur ai dit deux choses. La première, et ils en ont volontiers convenu, il faut faire un gros effort de formation. Faire connaître leur métier, les rendre plus attrayants, et pour que les jeunes Français soient attirés par eux. Et je compte sur ma réforme de l'école, par exemple, pour permettre à beaucoup de jeunes qui seraient tentés par ces travaux-là, par ces métiers-là, d'aller plus jeunes vers l'apprentissage et l'alternance, etc. Premièrement. Deuxièmement, je pense que nous sommes en Europe. Je ne sors pas de l'Europe. Donc, si nous avons vraiment besoin ponctuellement de travailleurs étrangers, il y a les Polonais et tous les pays de l'Est. Bon. Troisièmement, il faut arrêter avec ce mythe de les immigrés travaillent et les Français ne travaillent pas. Vous savez, il y a quelques secteurs, le bâtiment, la restauration, où il y a effectivement beaucoup de... Ce dont parlait Christine. Exactement. Mais pour le reste, vous savez, aujourd'hui, nous avons un taux d'inactivité des étrangers extra-européens qui est de 55%. Je dis bien 55% des étrangers extra-européens en âge de travailler, c'est-à-dire entre 16 et 64 ans, sont inactifs.
C'est pour ça d'ailleurs que j'ai proposé d'appliquer là aussi, vous allez voir sur le droit suisse, c'est-à-dire que je renverrai les chômeurs étrangers de plus de 6 mois. S'ils n'ont pas eu de travail pendant 6 mois, ils seront renvoyés dans leur pays. Au standard, Françoise nous attend. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Alors moi, je voulais poser une question de Bonjour fond, Françoise. En fait. Monsieur Zemmour, comment peut-on fonder une nation sur la haine ? Sur la haine, la peur de l'autre, etc. Pour moi, il n'y a pas plus de valeur mortifère que celle-là. Et franchement, moi, j'ai des enfants adoptés d'origine malienne et je crains pour leur avenir si vous deveniez président. Voilà. Vous dites d'origine africaine, hein, on a eu une petite interférence. Merci Françoise, Éric Zemmour vous répond. Mais Françoise a tout à fait raison, on ne fonde rien sur la haine. C'est pour ça que moi, je ne hais personne. Et je ne fonde rien sur la haine. Au contraire, je fonde tout sur l'amour de la France. Voilà. Tous ceux qui aiment la France sont français quand ils ont la nationalité française et qu'ils sont rentrés légalement. Maintenant, effectivement, je fais une différence entre les Français et les étrangers. Parce que Françoise disait, on ne fonde pas une nation sur la haine, elle a raison. Mais en revanche, on fonde une nation sur l'appartenance à cette nation et la différence avec des étrangers. Si les étrangers sont en France comme des Français, il n'y a plus de Français et il n'y a plus de France. C'est pour ça que moi, je dis que nous ne donnerons plus le produit de la solidarité nationale aux étrangers. La solidarité nationale, c'est-à-dire le RSA, c'est-à-dire les allocations logement, doit rester aux Français et uniquement aux Français. Encore une question, Éric Zemmour. La campagne de Valérie Pécresse a fait distribuer une note, je ne sais pas si vous l'avez lu, une note détaillant, je cite, les sympathies nazies d'Éric Zemmour et vos soutiens du Parti de la France, parti néofasciste comptant de nombreux skinheads dans ses rangs, aux anciens maigretistes, en passant par des militants identitaires et d'anciens militants néo-païens issus notamment du Grèce. Que répondez-vous à ça ? Que l'équipe de Mme Pécresse reprend les éléments de langage de Marine Le Pen. Je laisse les auditeurs juger. Maintenant, d'abord, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ce cirque. Hein. La nazification commence à bien faire. Si vous voulez, me nazifier moi, dont votre auditeur Rachid a dit que j'étais un modèle d'intégration et que j'étais leur Obama. Je vous rappelle, mes familles est née en Algérie. Je suis un Français de confession juive. Je croyais naïvement, mais sans doute que Mme Pécresse connaît mieux l'histoire que moi, que les nazis voulaient exterminer les juifs. Donc, qu'est-ce que les nazis ont à voir avec un juif dont les parents sont nés en Algérie ? On va laisser Valérie Pécresse. Je vais vous citer votre ami Robert Ménard, qui parle notamment de ce Parti de la France et de ses membres, certains de ses membres qui sont admirateurs du maréchal Pétain, qui se sont pris en photo devant un bidon de Zyklon B et qui vous soutiennent. Qu'est-ce qu'il dit ? Ménard, je cite Ménard, c'est une bande de nazillons, ce sont des gens qui posent avec un t-shirt Pétain, ce sont des négationnistes. Il a tort lui aussi ? Écoutez. Ils vous soutiennent. Ils ne sont pas dans mon équipe. Il n'y a pas de nazis dans mon équipe. Voilà, c'est point, c'est clair, c'est net. Maintenant, tout le monde peut dire qu'il me soutient, vous comprenez, c'est facile. Donc c'est très bien. Après, il n'y a pas de nazis dans mon équipe et il faut arrêter avec cette insulte qui est d'abord que j'ai prise à la légère parce qu'elle est tellement idiote que je ne l'ai pas prise au sérieux. Mais maintenant, ça suffit parce que je pense qu'il faut arrêter ce cirque. Donc, je vais vous dire une chose. Vous le dites à Robert Ménard. Comment ? Vous le dites à Robert Ménard, notamment. Mais bien sûr, je le dis à Robert Ménard et je le dis à l'équipe de Pécresse. Il y a une différence entre moi et ces gens. Moi, je suis dans la tradition gaulliste. Je combats toute occupation et je combats pour l'indépendance de mon pays. Hier, parce que ces gens-là se réveillent anti-nazis 75 ans après la mort d'Hitler, c'est moins dangereux, et aussi aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je combats aussi pour la liberté de mon pays contre toute occupation. Ces gens-là, eux, en revanche, n'ont pas le même courage et la même rigueur. On marque une pause, le temps du flash de 9h. Vous écoutez bien. France Inter, c'est un 7-9-30 spécial.
Anaïs Feuga, le flash. La terrible désillusion de Tessa Worley, la porte-drapeau de l'équipe de France, chute dans le slalom géant des JO de Pékin, éliminée dans la deuxième manche. Le slalom remporté à l'instant par la Suédoise Sarah Hector. En revanche, un podium ce matin pour l'équipe de France, l'apothéose de sa carrière, comme il le dit lui-même. Le Savoyard Johan Claret, vice-champion olympique dans la discipline reine du ski alpin, la descente derrière le Suisse Beat Feuz. Il devient à 41 ans le médaillé olympique le plus âgé de l'histoire du ski alpin. En plein JO, la Chine boucle une nouvelle ville à cause du Covid. 3,5 millions d'habitants de Baïseu, près de la frontière vietnamienne, interdits de déplacement, voire de sortir de chez eux. 44 cas de Covid y ont été détectés. L'Australie, elle, rouvrira ses frontières aux touristes entièrement vaccinés le 21 février. En revanche, les tensions s'attisent au Canada. La capitale complètement bloquée désormais. Situation hors de contrôle selon le maire. Depuis une semaine, les camionneurs bloquent les rues, font entendre leurs avertisseurs pour protester contre l'obligation vaccinale pour se rendre aux États-Unis et globalement contre toutes les restrictions sanitaires. Le maire d'Ottawa a déclaré l'état d'urgence. Le mouvement a déjà fait tache d'huile. Il s'est étendu à d'autres grandes villes canadiennes. Le président de la République attendu dans les heures qui viennent à Moscou pour un tête-à-tête avec Vladimir Poutine dans la crise ukrainienne. Le ballet diplomatique s'intensifie avec également le premier déplacement du chancelier allemand à Washington aujourd'hui. La ministre allemande des Affaires étrangères sera à Kiev où Emmanuel Macron rencontrera son homologue ukrainien demain. Selon les services de renseignement américains, la Russie a déjà mobilisé 70% du dispositif nécessaire à une invasion à grande échelle, mais à laquelle les Ukrainiens ne veulent pas croire. Ne faites pas confiance à des prévisions apocalyptiques, a tweeté son chef de la diplomatie. L'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, ex-bras droit de Nicolas Sarkozy, va-t-il quitter sa cellule de la prison de la Santé à Paris? Décision aujourd'hui sur sa demande d'aménagement de sa peine. Claude Guéant avait été incarcéré en décembre pour avoir traîné des pieds pour payer son amende après sa condamnation dans l'affaire de prime en liquide. Nicolas. Merci Anaïs Feuga. Merci à vous d'écouter Inter. Il est 9h03. France Inter, Élysée 2022. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Un candidat face au 7-9. Oui, c'est la suite de cette matinale spéciale Élysée 2022. Notre invité est aujourd'hui Éric Zemmour. Et jusqu'à 9h30, vos réponses, Éric Zemmour, aux questions de Sandy Dauphin, spécialiste environnement de la rédaction de France Inter, de Thomas Legrand sur la politique, de Pierre Aski sur les questions internationales. Augustin Travenard, comme le disait Léa tout à l'heure, fermera le banc. Et c'est Dominique Seux qui va l'ouvrir sur l'économie. Et Dominique, le pouvoir d'achat. Oui, bonjour Éric Zemmour. Vous avez fait une proposition nouvelle samedi à Lille sur le pouvoir d'achat, offrir aux entreprises la possibilité de verser à leurs salariés une prime défiscalisée et sans cotisation sociale, pouvant aller jusqu'à 3 mois de salaire. Vous avez dit un 13e, un 4e, un 15e mois. Quel est l'objectif et pourquoi ce levier? Qu'est-ce que j'ai dit samedi? J'ai dit, depuis des semaines, tout le monde ne parle que du pouvoir d'achat. Donc j'ai écouté les autres, j'ai écouté ce qu'ils proposaient, j'ai écouté ce qu'ils disaient. Et j'ai compris qu'en fait, qu'est-ce qu'il disait? Il balance des cadeaux, il balance des chèques. C'est l'argent magique, comme disait jadis Macron, c'est un argent théorique. Moi, je dis, cet argent, c'est le nôtre, c'est le vôtre. C'est l'argent que l'État vous laisse après avoir ponctionné pour les impôts et les taxes. Donc, ce que je veux, c'est augmenter le pouvoir d'achat par des mesures saines. D'accord, Première, mais cette prime, quel est l'aspect nouveau de ce qui a été... Je vais vous montrer le contexte très rapidement, mais très rapidement. 1, en réduisant les dépenses de l'État. 2, en réduisant les dépenses les plus folles, dont celles de l'immigration. Et 3, en valorisant le travail et le mérite. J'ai toute une batterie de mesures. Si vous voulez, si on a le temps, on reviendra sur les autres. Parce que je pense que le problème français, c'est le salaire net est trop bas et le salaire brut est trop haut. Donc j'essaye de trouver des solutions qui augmentent le salaire net sans obérer le salaire brut. Et donc celle-là. Et celle-là, qu'est-ce que c'est? C'est une prime. Prime taxe zéro. Qu'un patron pourra donner à un employé particulièrement méritant et travailleur. Ouais. Vous voyez, donc, si vous voulez, voilà, c'est une prime, donc il n'aura pas de cotisation dessus, parce qu'aujourd'hui, là aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, je rencontre beaucoup de patrons aussi, et ils me disent tous, j'aurais bien aimé valoriser tel employé, tel salarié, tel ingénieur, j'aurais pu lui donner une prime de 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros. Mais par exemple, sur une prime de 5 000 euros, j'ai 4 000 euros de charge. Donc, je ne le fais pas. Donc là, il pourra lui donner une prime de 5 000 euros qui n'aura pas de charge de 4 000 euros. Effectivement, Emmanuel Macron, lui, est limité à 1 000 euros. Voilà. Mais il y a une question qu'on se pose immédiatement. C'est est-ce que
ça va? Est-ce qu'il n'y aura plus est-ce que des entreprises n'augmenteront plus jamais les salaires de leurs salariés pour basculer sur des primes? Et le risque derrière, il saute aux yeux, c'est de dire l'État et la sécurité sociale seront asphyxiés. Il n'y aura plus de rentrée. Est-ce que vous l'assumez? Vous voyez le risque? Est-ce que vous le souhaitez? Je vois le risque. Je vois le risque. Je ne le souhaite nullement. Et la première question, c'était je ne l'assume pas. Est-ce que c'est en gros un moyen dans votre esprit de mettre l'État à la diète et la sécurité sociale à la diète? Non, pas du tout. Je vous assure que non. Parce que le risque, il est évident. Non. J'ai d'autres moyens pour réduire un système social obèse. Je l'ai déjà dit. C'est en séparant la solidarité nationale, réservant aux Français. Absolument. Maintenant, pour ça, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que on ne pourra donner une prime qu'une seule fois. C'est-à-dire que il n'y aura pas d'autres bonus, il n'y aura pas d'autres primes, premièrement. D'accord, ça c'est une... Deuxièmement, ça ne pourra pas être dans le contrat de travail. Parce que, j'ai bien compris, j'ai bien vu... D'accord, vous mettez... Non, mais on ne va pas rentrer complètement dans le détail. Oui, mais c'est important. Vous mettez un certain nombre de garde-fous voilà. pour ne pas asphyxier... Exact. Et troisième chose... Non, attendez, vraiment une phrase. Vous faites comme s'il y avait des augmentations de salaire. Mais depuis 20 ans, vous savez combien il y a eu d'augmentation de salaire en moyenne par an? 0,6% par an. Il n'y a plus d'augmentation de salaire depuis 20 ans. Donc, je ne remplace rien du tout puisqu'il n'y a rien. Il vous reste 2 minutes. Oui, alors en face, évidemment, quand on regarde l'ensemble de votre programme, il y a beaucoup de baisses d'impôts, il y a un certain nombre d'augmentations de dépenses, et on regarde tout ça et on se dit, ça ne boucle pas. Et c'est une question traditionnelle, mais votre réponse est quand même importante. Alors, je vais vous la donner. Vous notez la principale économie que vous faites, que vous annoncez, c'est de dire on va enlever les prestations non contributives aux étrangers non européens. Et vous donnez le chiffre, et vous l'avez redonné samedi, de 20 milliards d'euros. Donc ce chiffre, vous le confirmez, j'imagine. Il se trouve que j'ai un mail de la CNAF qui distribue le RSA, les allocations logement, les allocations familiales, qui dit ça n'est pas 20 milliards, c'est au grand maximum 9 milliards. Écoutez. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même, sur un sujet au fond aussi simple, une question de crédibilité? Je vais vous dire. J'ai débattu de cela avec le ministre de l'économie et des finances lui-même, Bruno Le Maire. Léa Salamé était présente. Vous vous souvenez? Oui, sur France 2. Il a reconnu lui-même qu'il n'obtenait pas les bons chiffres et qu'il n'arrivait pas à les obtenir. Enfin, moi, vous avez tout à... Non, il ne donne pas les vrais. Il ne donne pas les vrais. Le maire l'a reconnu lui-même. Non, je pense qu'il parlait plutôt de la fraude sociale. Non, monsieur, non. Je vais vous remettre ce mail. Monsieur, non, ça, mais tous les mails, vous pouvez me les donner. Je vous répète ce qu'a dit Bruno Le Maire lui-même. Donc là, c'est un calcul, vous avez raison, approximatif, parce que forcément, c'est avec des éléments que j'ai pu obtenir. Mais la CAF refuse de les donner. Là, il ne donne pas les bons chiffres. Donc, deuxièmement, il n'y a pas que cela dans mes économies. Il y a aussi le fait de reporter l'âge de la retraite à 64 ans qui rapporte 20 milliards. Il y a aussi des économies sur le budget de l'État et des collectivités locales que je chiffre à 20 milliards. Donc ça fait déjà 60. Et je pense que nous pourrons ainsi... Oui, là, je vois que vous agitez, donc je pense qu'il faut finir. Moi, je suis le... Je ne peux pas vous répondre. Moi, je tiens l'horloge. C'est aussi mon rôle dans cette matinale. Merci beaucoup, Dominique Seux. Autour maintenant de la spécialiste environnement de la rédaction de France Inter, Sandy Dauphin. Sandy, question sur les éoliennes, pour commencer. Bonjour, Éric Zemmour. Vous voulez interdire tout nouveau projet d'éoliennes terrestres. Vous voulez geler les 7 parcs d'éoliennes en mer prévus d'ici 2028 au large des côtes françaises. Alors, concrètement, les éoliennes fournissent 8% de l'électricité aujourd'hui. Par quoi allez-vous les remplacer? D'abord, je tiens à dire que les éoliennes sont une énergie à la fois très laide, c'est-à-dire que ça enlaidit tous les paysages. Je suis allé à Lille samedi en voiture et sur tout le chemin, on voit ces blocs de béton immondes qui enlaidissent les paysages français de façon scandaleuse. On voit des pylônes électriques, vous ne voulez pas les retirer du paysage. On voit aussi des pylônes électriques. Oui, mais les pylônes, d'abord, il y en a moins. Et deuxièmement, on les voit de moins loin. Ils sont beaucoup moins hauts. Je me suis fait la réflexion aussi. C'est vrai que c'est pas beau les pylônes. On pourrait enfouir. Mais par quoi vous les remplacez? Parce qu'on a compris que vous trouviez ça moche, mais par quoi vous les remplacez en plus, concrètement? c'est pas seulement moche. C'est une énergie intermittente et vous savez qui nous pousse à aller chercher du gaz et du charbon. Le réseau d'électricité de RTE je répète ce que j'ai dit tout à l'heure trop rapidement.
Emmanuel Macron a, quand il est arrivé, décidé la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. J'annule cette décision. Il a décidé de réduire à 50%. Vous savez qu'aujourd'hui, le mix électrique, comme on dit, de la France est le plus neutre en carbone, puisqu'on est à 75% de notre énergie électrique qui est origine de nucléaire. Donc il veut le réduire à 50%, pas moi. Troisièmement, il a fermé Fessenheim. Vous savez, j'étais la semaine dernière à Fessenheim. J'aurais aimé qu'Emmanuel Macron aille à Fessenheim. Il ne s'y est même pas rendu. Il aurait vu que les outils sont neufs. Vous m'entendez? Neufs. C'est-à-dire que c'est la plus vieille centrale nucléaire française et en même temps, tout a été remis à neuf à l'intérieur. Il n'aurait pas osé la fermer, surtout quand on sait l'origine. Là, je vois Thomas Legrand rentrer. Lui, il sait comme moi l'origine politicarde d'un accord entre Martine Aubry et les Verts pour quelques circonscriptions de Verts. On a fermé cet outil magnifique. Vous voulez relancer le nucléaire, mais... Je veux relancer le nucléaire, donc malheureusement, la femme remarquable qui m'a... Il faut 15-20 ans pour construire un réacteur. Aujourd'hui, concrètement, vous remplacez par quoi les éoliennes? Il y a 14 centrales nucléaires que je fais construire. Oui. Je prolonge les centrales nucléaires qui ont la quarantaine à peu près, on va dire, jusqu'à 60 ans, comme aux États-Unis. J'étais à Fessenheim et c'est un crève-cœur parce que la dame remarquable qui m'a reçu m'a dit, je lui ai dit mais alors on peut remettre en marche, et elle m'a dit non, malheureusement c'est trop tard, on a trop enlevé de pièces, etc. C'est un scandale ce qu'a fait Emmanuel Macron, il faut le dire. Bon. Mais c'est entendu que vous allez construire des nouveaux réacteurs, voilà. Mais il faut encore quand même 15-20 ans pour les construire. Concrètement, si vous passez des 8% vous l'avez dit vous-même, ce n'est que 8%. Que 8%, c'est quand même... Comment vous remplacez 8%? On remplace tout simplement. Il y a d'autres énergies. Lesquelles? Il y a la géothermie, il y a la biomasse. Alors aujourd'hui, la géothermie et la biomasse ne produisent pas d'électricité en France. Ça va venir. Alors on part de zéro et avec une baguette magique, en l'espace de quelques années... Comment on a fait pour l'éolien? En plus, on les a achetés à l'étranger. On a déversé des dizaines de milliards de subventions. Il y a aussi des usines en France qui fabriquent des pièces d'éoliennes, au Havre, à Cherbourg. Vous allez leur dire qu'on ferme? Vous m'accordez. Écoutez, quand je vois que la Commission européenne de Bruxelles et Emmanuel Macron sont prêts à sacrifier 100 000 emplois dans l'industrie automobile au nom de la transition écologique, moi, je suis beaucoup plus économe d'emplois français. Mais la question est très simple. Il y a des usines aujourd'hui qui produisent des pièces d'éoliennes en France, Cherbourg, Le Havre. Écoutez, Saint-Nazaire, vous dites on ferme. On ferme des usines sur le sol français. Pour les autres. Il y a beaucoup d'autres qui... l'export. Oui, excusez-moi, s'ils sont compétitifs, ils vendront aux autres. Moi, je dis, on arrête l'éolien sur terre, en mer. J'ai vu les pêcheurs de Saint-Brieuc qui sont catastrophés. Enfin, je veux dire, il faut voir, l'éolien est une catastrophe. Et encore une fois, l'éolien est une mauvaise énergie et qui nous coûte des fortunes, ça fait beaucoup, et qui n'est pas française. Donc il faut effectivement favoriser le nucléaire et les circuits courts, c'est-à-dire qu'il faut absolument protéger les circuits courts, il faut les circuits courts industriels, les circuits courts alimentaires, agricoles. Je suis par exemple pour une réforme des commandes publiques. Vous voyez, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on réserve, c'est une idée d'Yves Gégaud, j'ai vu ça lors de ma visite au centre, au salon Made in France, 25% de commandes publiques nationales. Sandy, pour favoriser les circuits courts. Un dernier mot, Sandy Dauphin? Non, j'avais une précision sur la biomasse, parce qu'aujourd'hui, la biomasse, en gros, c'est des centrales à bois. Vous avez estimé à combien le tonnage de bois qu'il faudrait pour passer à une grande échelle de biomasse? Il faudrait des forêts entières pour alimenter des centrales à biomasse à grande échelle. Un mot, Éric Zemmour. Non, il ne faut pas des forêts entières. En plus, il faut effectivement une politique de la forêt française. Parce que je vois aujourd'hui, par exemple, les Chinois nous pillent. Les Chinois nous achètent à tout va nos bois et eux, ils interdisent la vente de leur bois. Donc il faut effectivement une politique de la forêt française très dynamique. Merci beaucoup, Sandy Dauphin. Il est 9h15. C'est la suite de cette matinale spéciale autour d'Éric Zemmour. Et c'est à vous maintenant, Thomas Legrand. Vous avez la parole et vous souhaitez interroger Éric Zemmour sur l'école. Oui, bonjour Éric Zemmour. Bonjour Thomas Legrand. Vous dénoncez la pente pédagogique depuis 1968. Quelle serait l'école zémourienne? L'école sous Éric Zemmour? Je dénonce non pas les pédagogistes, parce que ça, c'est les conséquences des pédagogistes. C'est-à-dire l'effondrement du niveau scolaire, qui est maintenant, aujourd'hui, vous savez, nous sommes de la même génération, Thomas Legrand, et on sait qu'il y a 20 ans,
quand moi je disais l'école, le niveau de l'école s'effondre, je me faisais insulter et le grand journal Le Monde faisait des papiers dithyrambiques à la gloire de le niveau monte, tout simplement parce qu'on donnait plus de diplômes et plus de baccalauréat aux gens. On sait aujourd'hui que le niveau s'est effondré. Nos comparaisons internationales, nos comparaisons même dans le temps. Ça, on sait. C'est important. Pardonnez-moi, Thomas Legrand, parce que ce qui m'intéresse plus, c'est ce que vous allez faire. Ah oui, vous avez raison, mais vous voulez rétablir l'autorité du savoir et la hiérarchie, la verticalité entre le prof et les élèves. Absolument. C'est ça. Je veux, si vous voulez, en fait, je veux abolir toutes les folies des pédagogistes. Les pédagogistes disaient l'enfant fabrique son propre savoir. Moi, j'estime que c'est le prof qui doit lui apprendre son savoir. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Attendez. C'est ce que je voulais vous entendre dire, parce que l'autorité du savoir que vous voulez rétablir, et je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça, eh ben vous le mettez finalement vous-même en cause très souvent quand vous battez en brèche les consensus scientifiques. Vous savez ce que c'est qu'un consensus scientifique, historique notamment, ou même scientifique, s'agissant pendant longtemps du réchauffement de la planète. Thomas Legrand, il n'y a pas... Non, j'ai pas posé ma question là. Non, je ne l'ai pas posée. Comment vous pourrez convaincre quelqu'un qui a l'impression, parce qu'on a souvent cette impression, que l'autorité du savoir, elle sert simplement quand elle décrit votre vision de la société. Éric Zemmour. D'abord, vous confondez deux choses. Il n'y a pas de consensus historique. Si. L'histoire est faite de révisions constantes. Les historiens corrigent les historiens précédents. Excusez-moi. Il y a du factuel. Oui, il y a du factuel. Sur le glaive et le bouclier. Thomas Legrand, il est toujours sur Dreyfus, l'affaire est close. Il est toujours réinterprété par les générations d'historiens successifs. Et deuxièmement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. À l'école primaire, il faut apprendre le roman national français. Et je fais exprès d'employer le mot le roman national français. Donc on peut s'écarter de la vérité historique. C'est pas la vérité historique. La vérité historique, vous savez, elle est réinterprétée en permanence par les historiens. Ne me faites pas... Non, il y a des tas de domaines sur lesquels... Dreyfus. Est-ce qu'il faut réinterpréter Dreyfus? Monsieur Legrand. Est-ce qu'il faut réinterpréter l'innocence de Dreyfus? Vous voyez, il y a des faits. Oui, mais évidemment, Dreyfus est innocent. Voilà. Ah bah voilà. Je suis content de vous l'entendre dire parce que c'est nouveau. Mais de toute façon, quel rapport? Si on réinterprète les consensus historiques... réinterprète ça n'a rien... Les travaux des historiens, Thomas Legrand, c'est pour l'université. Là, il y a des désaccords, contrairement à ce que vous dites. Il n'y a pas de consensus, ou alors on ne pense plus rien. Si on ne pense tous la même chose, on ne pense plus rien, comme avait dit François Bayrou à juste titre. Et bien là, c'est la même chose en histoire. On ne les fait pas avec les manuels scolaires, c'est pour le primaire. Aujourd'hui, nous subissons dans l'école une propagande, je dis bien une propagande, antiraciste, féministe, LGBT et écologiste. Et donc vous voulez rétablir notre propagande. Et donc non, je veux rétablir le roman national français, je veux rétablir l'acquisition des grands textes de la littérature française, je veux rétablir la dictée, je veux rétablir le par cœur, je veux rétablir les méthodes traditionnelles qui font aujourd'hui le bonheur des pays les plus modernes, c'est-à-dire les pays asiatiques. J'ai une autre question sur l'éducation. Vous voulez rétablir la blouse. La blouse, elle a disparu comment ? Elle a disparu dans les années 80, Pourquoi ? je pense. Parce que tout simplement, on a cessé de l'imposer. La blouse, elle a disparu quand on a changé, quand on n'a plus écrit avec de l'encre, et qu'on a écrit avec des stylos. La blouse, elle a disparu quand il y a eu des machines à laver dans tous les foyers. Et donc, vous voyez, en fait, sur cette question, moi, par exemple, la blouse, je serais assez d'accord pour la rétablir. Parce que, vous voyez. Oui, parce qu'on pourrait lutter contre cette espèce de d'hystérie des marques. Voilà, vous voyez que vous êtes d'accord avec moi. Là-dessus, oui. Mais pourquoi, pour expliquer qu'il faut rétablir la blouse, vous êtes obligé d'aller dire... Voilà, c'est à cause du pédagogisme, à cause de la fin de l'autorité. Je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Pardonnez-moi, Thomas Legrand, vous inventez. Ah non, j'invente pas. Vous inventez. J'ai critiqué le pédagogisme. Aucun rapport avec la blouse. J'ai dit la blouse pour les mêmes raisons que vous. Manque d'autorité, donc on a supprimé la blouse. Non, j'ai parlé de la blouse uniquement pour les différences sociales et cette dictature des marques. Et vous serez d'accord avec moi là-dessus. Non, mais c'est sur la disparition de la blouse. Juste une toute petite dernière question. D'un mot, Thomas. D'un mot. Est-ce que doit faire partie du débat l'affirmation de Philippe de Villiers selon laquelle en 2018, Big Pharma et Big Data se sont réunis pour préparer le Covid, en gros? Éric Zemmour.
Moi, je comprends que vous ne puissiez pas répondre. Non, mais votre question est tellement lamentable. Pourquoi elle est lamentable? Elle est lamentable parce que Philippe de Villiers dit ce qu'il veut. Oui, dit ce qu'il veut. Moi, je respecte, contrairement à vous. C'est votre principal soutien. C'est celui qui a parlé juste avant vous. Si vous m'invitez pour parler tout le temps, je peux partir. Non, vous inquiétez pas, allez-y. Donc, si Philippe de Villiers dit ce qu'il veut, moi, contrairement à vous, je respecte la liberté des autres. Oui, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec eux. D'accord. Voilà. Merci Thomas Legrand. Pour finir ce tour de table, c'est Pierre Aski qui a la parole désormais sur l'international et la question de la place de la France dans l'OTAN. Oui, et je voudrais d'abord revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Ukraine et l'OTAN. Vous aviez l'air vous le disiez, c'est légitime que Poutine demande que l'Ukraine ne soit pas dans l'OTAN. Et je vous entends jamais trouver que les peurs des autres, les Baltes, la Pologne, l'Ukraine elle-même, leur droit à s'autodéterminer soit aussi légitime. Pourquoi vous ne mettez la légitimité que d'un seul côté? Non, vous avez tout à fait raison. Tous les peuples sont légitimes. Moi, je suis. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Mais je le dis, voilà. Vous me dites, je le dis. Parce que tout à l'heure, il n'y avait que Poutine qui avait... On m'a posé la question sur l'Ukraine et la Russie et sur la situation actuelle. Oui. Donc, j'ai répondu sur Poutine. Mais vous avez raison, tous les peuples sont libres de s'autodéterminer. C'est le principe depuis la Révolution française. Et je respecte ce droit à l'autodétermination des peuples. Mais je le corrige par la géographie. Vous savez, c'est comme ça. On a la politique de sa géographie et on a l'histoire de sa géographie. On respecte les puissants. Et l'Ukraine est près de la Russie. Et donc, la Russie a le droit à sa sécurité. Les Américains n'ont cessé depuis 30 ans d'avancer leurs pions vers la Russie. Mais c'est des choix de ces peuples. Oui, est-ce que lorsque les Estoniens décident d'adhérer, de demander à adhérer à l'OTAN... Mais après, il ne faut pas se plaindre des réactions russes. Vous voyez, mais faut pas. C'est le choix des Russes aussi après de se défendre. Mais si vous continuez comme ça, vous légitimez le droit des Russes à se défendre. Il y a une chose que je comprends pas, à la guerre. Éric Zemmour, il y a une chose que je comprends pas, c'est pourquoi cette mansuétude ou cette fascination même pour Vladimir Poutine, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de Wagner au Mali, qu'il s'agisse de la Syrie, on n'en a pas parlé, mais vous vous êtes prononcé pour la réouverture, par exemple, de l'ambassade de France. Vous avez considéré qu'on avait fait des tas d'erreurs. Pourquoi cette fascination pour Poutine? Qu'est-ce qu'il incarne à vos yeux? Je n'ai aucune fascination pour Poutine. Un petit peu quand même. J'ai du respect pour Poutine car c'est un patriote russe et qui a relevé son pays après l'effondrement de la post-communiste. Les autres ne sont pas patriotes. Quels autres? Les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes. Mais je respecte les patriotes polonais, je respecte les patriotes baltes. Je comprends même... Avec une prime quand même aux patriotes russes. Vous savez, si vous faites comme Thomas Legrand et que vous m'interrompez tout le temps, je ne pourrai pas répondre. C'est une prime au plus fort, c'est logique. Thomas Legrand, vous avez passé votre temps. Ah, merci, c'est vous qui organisez l'émission. Excusez-moi, mais... Monsieur Aski, ne faites pas comme lui, ne prenez pas le mauvais exemple et cessez de m'interrompre tout le temps. Sinon, l'interview ne sert à rien. Alors, Éric Zemmour, répondez. Avançons. Donc, je respecte les patriotes baltes, je respecte les patriotes polonais. Simplement, je pense qu'il faut... vous savez, je pense que ça serait le grand rôle de la France, justement, parce que nous aimons les Russes et nous aimons les Polonais également. C'est comme ça, la France aime le peuple russe et aime le peuple polonais. Nous devrions essayer de rapprocher ces deux grands peuples qui ont été partagés et divisés par l'histoire. Il n'y a pas de méchants et de gentils. Les Polonais, eux aussi, quand ils étaient puissants au Moyen-Âge, au XVe siècle, ont envahi la Russie. Et la Russie, elle aussi, a envahi la Pologne. On connaît les partages de la Pologne de la fin du XVIIIe siècle et évidemment de 1940. Donc, je comprends les peurs des Polonais, je comprends évidemment la légitime demande de protection, mais il faut comprendre que les Américains se servent de cela pour avancer leurs pions et pour dominer toute l'Europe et pour ce sont les Polonais qui ont voulu entrer dans l'OTAN et qui aujourd'hui ont plus confiance dans l'OTAN que dans l'Union européenne, par exemple. Bien sûr, et que les Américains veulent une seule chose, c'est quitter l'Europe. Je n'ai pas compris votre question. Les Américains veulent quitter l'Europe. Les Américains se concentrent sur la Chine. Vous croyez que les Américains ont aujourd'hui envie de s'engager dans une guerre avec la Russie? Ils n'ont aucune envie de s'engager dans une guerre avec la Russie. Leur stratégie n'est pas celle-ci. Leur stratégie est celle énoncée il y a des années, je l'ai déjà dit à Léa Salamé, par M. Brzezinski, conseiller d'Obama et de Jimmy Carter, qui est de diviser
l'Europe entre la Russie et l'Allemagne et la France. C'était quand même une autre époque. Non, c'est pas une autre époque. Non, excusez-moi. Il y a des constantes. Juste une petite question. Je croyais que vous étiez un spécialiste de géopolitique. Oui. Il y a des constantes en géopolitique. On ne change pas d'époque comme ça, non? Ah bon? Oui, l'émergence de la Chine n'est pas une nouvelle donne par rapport à l'époque de Brzezinski. Bien sûr, mais la géographie détermine quand même les conduites politiques. Une dernière question, pardon. Vous avez annoncé votre intention de sortir du commandement intégré de l'OTAN et vous avez ajouté « Je veux que la France ne soit plus asservie par cette alliance ». Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de ce que la France a dû faire ou n'a pas pu faire parce qu'elle était asservie à l'OTAN? Éric Zemmour. Quand la marine, un bateau français a été éclairé, vous vous souvenez de ça, c'est-à-dire menacé par des bateaux turcs, l'OTAN n'a pas bougé. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Il y avait à l'époque un général turc qui commandait le centre de défense maritime qui est en Angleterre. Moi, je ne tiens pas à ce que mes 700 officiers français soient sous l'autorité d'un général turc. Par ailleurs, je pourrais dire, par exemple, comme la France a été humiliée dans l'affaire des bateaux et à l'Australie. Vous avez vu comme les Américains nous ont traités. Ça n'a rien à voir avec l'OTAN, ça a à voir avec normalement nous sommes alliés. Et on ne traite pas comme cela des alliés. Merci Pierre Aski. On a pour vous, Éric Zemmour, avec Léa, quelques questions plus rapides de fin. Question très courte, répondant en une phrase si c'est possible, Éric Zemmour. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi? Liberté. On vous avait posé la question de savoir qui vous feriez entrer au Panthéon. Vous avez réfléchi depuis? Oui, et vous savez, vous m'avez posé une très bonne question. Et je pense, et c'est dans le cadre de la discussion sur l'école, j'aimerais faire rentrer au Panthéon Monsieur Germain, l'instituteur d'Albert Camus. Le meilleur et le pire président de la Ve République? Le meilleur, c'est facile, Charles de Gaulle. À part Charles de Gaulle, je dirais Georges Pompidou. Et le pire, à vos yeux? François Hollande. Émile Zola ou Louis-Ferdinand Céline? J'aime les deux, j'ai lu les deux. J'aime Zola dans Nana, j'aime Zola dans L'Argent, et j'aime Céline aussi dans tous ses livres parce que je le trouve grandiose. C'est un écrivain qui a révolutionné le style. Zola dans son genre aussi, d'ailleurs. En meeting samedi à Lille, vous avez une nouvelle fois, Éric Zemmour, mis en cause l'audiovisuel public et notamment France Inter. Vous nous accusez d'insulter les Français. Vous avez le droit, je le précise évidemment, de dire et de penser ce que vous voulez de l'audiovisuel public. Et si vous êtes président, d'en faire ce que vous voulez. Mais Éric Zemmour, il y a des faits. Le service public aujourd'hui n'a jamais été aussi plébiscité par les Français, qui n'ont jamais été aussi nombreux à regarder la télé publique, jamais été aussi nombreux à écouter la radio publique, et notamment une radio comme France Inter, 7 millions d'auditeurs tous les jours, 4,5 millions en ce moment pour vous écouter. Alors, vous leur dites quoi à ces millions de Français qui nous écoutent fidèlement et qui ne se sentent pas insultés, comme vous dites? Vous leur dites quoi? Moi, d'abord, je n'ai rien contre le service public au départ. Enfant, j'ai connu le temps de l'ORTF et j'ai beaucoup aimé la télé publique. Je me suis nourri de grands films, de grandes adaptations publiques. Et d'ailleurs, je l'ai appris plus tard, façonnés par des communistes ou des compagnons de route du Parti communiste. Vous voyez, ça ne me gênait pas et ça me plaisait beaucoup. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites à ces millions de Français regardez-vous. Qui écoutent... Regardez-vous. Vous quatre. Il y a pas. Excusez-moi. On est des immigrationnistes. Thomas, non, vous êtes effectivement des représentants de la pensée de gauche, de la France de gauche, et même. Ah bon oui. Tous les Français le savent, vous savez, tous les Français le disent, et il suffit de vous écouter. Donc, j'estime que vous ne remplissez plus votre rôle de service authentiquement public et national. J'estime que vous défendez une idéologie. Ont donc tort. J'estime. Non. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écoutent France Inter parce qu'il n'y a pas de publicité. Il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Il n'y en avait pas de la publicité il y a 10 ans. Je ne veux pas vous vexer, mais bon. Pareil, mais c'est très bien. Je vous félicite. Je dis simplement que les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement. Pour le dire autrement, au-delà de ça, quel est votre espace médiatique idéal, Éric Zemmour, qu'on comprenne les choses? Mais la liberté, cher Nicolas Demorand, la liberté, vous la voyez bien. La liberté, mais moi je veux pas que les Français payent pour une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste,
LGBT et woke, comme on dit aujourd'hui. Donc, j'estime que nous supprimerons la redevance et nous supprimerons et nous privatiserons France 2 et France Inter. Et vous voulez un espace médiatique où quelques milliardaires possèdent tous les médias, ce qui est en voie de constitution en France. Je pense, moi, que ce ne sont pas ces milliardaires qui font l'opinion. Ce sont les journalistes. Et je connais de l'intérieur le monde journalistique pour savoir que ce ne sont pas ces grands milliardaires qui déterminent l'opinion, mais plutôt l'uniformisation idéologique des journalistes. Allez, la dernière question est pour vous, Augustin Trapenard. Bonjour. Bonjour, Éric Zemmour. Une dernière question culturelle sur le cinéma français. Vous devez vous réjouir, vous dont la maison d'édition s'appelle Rubempré, du succès populaire, des illusions perdues par Xavier Giannelli au cinéma. Et vous devez vous réjouir aussi de la résonance du cinéma français en ce moment dans le monde entier. Alors, il se trouve que récemment, vous vous êtes inquiété publiquement de notre cinéma en déclarant qu'il nous proposait, je vous cite, des films d'auteurs sur les migrants véganes transgenres, plutôt que des films sur l'histoire de France et notamment sur la Vendée. Ma question, à quel film est-ce que vous faites référence quand vous parlez des films d'auteurs sur les migrants véganes transgenres? Parce que des films sur l'histoire de France, il y en a, sur la Vendée également, mais des films d'auteurs sur les migrants véganes transgenres, je vois pas. Ça doit être un grand remplacement qui m'a échappé, Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour vous répond et ce sont vos derniers mots dans cette matinale. Je tiens à dire que j'ai adoré effectivement la dernière adaptation d'Illusions perdues. J'ai trouvé ça formidable. Je me suis amusé parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil à cette chef-d'œuvre de Kubrick, Barry Lyndon, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont copiées là-dessus, mais je prends ça comme un clin d'œil. J'ai adoré ce film. C'est un film France Inter. Mais c'est un très bon film. C'est un film France vous pouvez Inter être fiers. Voilà. C'est un très bon film. Pour information. C'est un très bon film et j'ai beaucoup aimé ce film qui effectivement rend hommage et justice à cette œuvre qui a marqué mon adolescence. Je pense effectivement malgré tout que l'aura du cinéma français malheureusement est beaucoup en baisse et je considère, au-delà de ma formule sur les véganes, évidemment que c'était une formule, que le cinéma français est devenu lui aussi un outil de la propagande, comme France Inter et comme France 2, de l'idéologie que je dénonçais tout à l'heure. Et donc, je considère que nous devrons encourager plutôt les films comme Illusions perdues. France 2, dont vous avez été salarié pendant longtemps. Je n'ai jamais été salarié de France 2. Donc, j'ai été chroniqueur dans une émission de France 2. Allez, s'il vous plaît, merci à tous. Il est 9h33. Merci à vous, Éric Zemmour, d'avoir été si longuement au micro de France Inter ce matin.